Mardi, nous avons commencé dans le cadre de la poésie en général par la poésie lyrique. Aujourd'hui, nous allons revenir tout un petit peu en arrière pour parler des objectifs de ce chapitre et les compétences qui sont mises en jeu et ce qui justifie le choix de ce corpus. Parce que le nouveau programme, bien sûr des instructions officielles, prévoit la lecture de poèmes lyriques d'époques variées. Pour le Moyen-Âge, par exemple, nous n'avons retenu qu'une courte strophe du Testament de François Villon, en raison de la difficulté de la langue. De plus, la littérature médiévale est largement traitée en classe de 5e. L'accent a donc été mis sur la Renaissance, avec un poème de Louise Labbé et de Pierre de Rosserand, et sur le siècle d'or de la poésie lyrique, le 19e siècle, avec Alphonse de Lamartine, Marceline Desbordes Valmore, Victor Hugo, Gérard de Nerval, Arthur Rimbaud, Jules Laforgue, pour ne citer que ceci bien sûr. Anna de Noailles, Guillaume Apollinaire et Paul Éluard représentent le XXe siècle. François Chang illustre le genre lyrique multiculturel du XIXe siècle. Les poèmes sont regroupés selon les grands thèmes de la poésie lyrique et dans le souci d'offrir aux élèves, donc à vous, quelques fleurons de notre poésie. Les joies et la souffrance de l'amour. Je vis, je meurs de Labbé. Un extrait de Qu'en avez-vous fait de Desbordes Valmore. L'amoureuse d'Éluard. La fuite du temps avec Mignonne. Allons voir si la rose de Ronsard. Un extrait du lac de Lamartine et du pont Mirabeau d'Apollinaire. Les regrets donc et les chagrins de la vie. Un extrait de Eh Dieu, c'est juste étudié de Villon. Spleen de Laforgue. Demain dès l'aube de Hugo. Là où il vante les qualités de sa fille à titre posthume, cette fille qui a péri dans un accident tragique, à savoir une noyade. Ou encore, le bonheur dans la nature, chaleur de Noailles, le sous-bois s'éveille de Chang. La présence de trois poétesses de différentes époques souligne le rôle important de la femme dans l'écriture, et particulièrement dans la poésie lyrique. Différentes formes poétiques sont étudiées en continuité avec le programme donc de cette classe. Le sonnet, l'ode ou l'odelette, les vers réguliers comme le vers libre sont présents donc dans ce chapitre et dans ce corpus. Et justement, les compétences de ce socle, donc les compétences communes, sont d'abord l'étude de ces poèmes qui permettent de mettre en jeu de nombreuses compétences, à commencer par les compétences de lecture. L'élève apprend à lire à voix haute, de façon expressive, un texte en vers. La lecture analytique le conduit pour chaque poème à cerner les motivations du poète, ses sentiments, à partir du lexique, des figures de style et de la versification. Une lecture plus ambitieuse lui est proposée dans ce chapitre, celle d'une anthologie des troubadours à Apollinaire, choix de texte d'Annie, donc colonien, avec un questionnaire bien sûr d'accompagnement qui permet de comprendre et de repérer les points communs de chaque, bien entendu, poème. Des compétences culturelles et humanistes. L'étude de chaque poème et la lecture de l'anthologie vous amène à une première approche de quelques mouvements littéraires, la Pléiade, le romantisme, le symbolisme et le surréalisme. Nous leur proposons également des recherches biographiques sur les plus grands de nos poètes, en particulier sur Ronsard et Éluard. En parallèle au mouvement littéraire du romantisme, les 2 pages d'histoire des arts sont consacrées à la peinture romantique
en Europe avec des tableaux de Gaspard David Friedrich, Eugène Delacroix et William Turner. Des compétences, bien entendu, de langue, étude des fonctions et accord de l'adjectif, de la proposition subordonnée de comparaison que nous avons donc déjà vu en liaison avec la figure de style, c'est présent dans le corpus. Exercice de versification, ce qui est le plus important, en appui au travail d'analyse des poèmes de ce corpus. La conjugaison aussi, avec l'impératif présent que nous venons de voir, celle aussi du subjonctif encore. Donc, l'impératif présent pour exprimer l'invitation, Ronsard, du futur simple et du conditionnel présent pour distinguer la détermination de Hugo, de l'espoir de Nerval. Et bien entendu, il y aura une dictée préparée. Nous avons encore des compétences, mais cette fois-ci lexicales, puisque ces documents mettent l'accent sur la qualité de la rime, des suffixes, des mots anciens ou rares, avec encore le vocabulaire des émotions et celui du spleen. Sans oublier, bien entendu, les compétences d'écriture. De modestes travaux de quelques vers sont proposés régulièrement en liaison avec les émotions et les sentiments exprimés dans le poème étudié. Par exemple, rédiger une strophe où l'on exprime son ennui en reprenant les procédés étudiés, par exemple, dans Spleen de Laforgue. Un tableau de Friedrich sert aussi de point de départ à un texte en prose ou en vers. Les exercices de la page d'expression écrite sont gradués, accompagnés bien entendu d'un petit lexique du lyrisme, et ils reprennent les thèmes donc du corpus. Une rencontre, l'expression des rêves, la célébration de l'amour ou de la nature. Et toujours, nous pouvons enfin, encore, parler des compétences de l'oral, parce que l'élève doit mémoriser les œuvres étudiées et les recite dans la classe ou donc dans les conditions que nous vivons, ne serait-ce que chez lui, ou bien au professeur à distance, et les récite devant la classe, donc nous l'avons dit, et dans le cas actuel, ce n'est pas possible, mais chez lui, ou lors d'une, bien entendu, rencontre visuelle avec avec les camarades et le prof, bien entendu. Bien sûr, en respectant les vers, le rythme et le temps. Il présente aussi ses recherches biographiques faites sur l'Internet. Enfin, cette rubrique-là permet, donc, et toutes ces compétences-là seront bien entendu exploitées et mises à l'épreuve chez vous pour évaluer ce que vous avez retenu, pour évaluer ce que vous avez compris, ce que vous avez assimilé par rapport à tout ce qui sera vu pendant, bien entendu, ce chapitre. Chers élèves, ceux dont je viens de parler se trouvent pour vous à la page 210. Vous avez encore des documents, donc des photos, des illustrations. Bien sûr, nous allons parler de ces illustrations, à commencer par l'image 1A, qui représente un couple d'amoureux dans le ciel de Paris. On voit à leurs pieds la Seine. À gauche, la tour Eiffel et des maisons. Au premier plan, un violoniste couché jouant de son instrument. À droite et à l'arrière-plan, des maisons et des ponts. Dans le ciel passe un homme lisant un livre suivi d'un âne. Et comme vous pouvez le constater, l'exploitation d'une image passe d'abord, donc une exploitation juste et exacte, passe par l'observation et l'analyse de cette image, aussi bien en face, de en haut, d'en bas, de profil, et surtout, bien sûr, en énumérant encore les plans. Nous avons un premier plan, un deuxième, donc l'arrière-plan encore, et tout ceci
va nous donner, bien entendu, une vue panoramique, une vue bien précise et concise de cette image. Pour ce qui est de l'image 2, elle représente un groupe de 4 chanteurs en costume de la Renaissance. Quand je dis la Renaissance, c'est-à-dire l'époque de la Renaissance. Parce que l'Europe, et la France en particulier, a connu, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, une époque vraiment florissante. Donc après une révolution générale, il y a eu une renaissance, bien entendu, qui a touché tous les domaines, particulièrement la littérature et les arts. Donc, le groupe est formé d'un homme et de 3 hommes assis sur une pelouse fleurie, au premier plan à droite, et lisant leur partition. Le paysage est composé d'une rivière qui serpente à gauche au premier plan, d'une prairie et de bosquets au second plan, et de collines et de montagnes à l'arrière-plan. L'image 3, quant à elle, représente des ruines dans la campagne, sous une double arcade romane, est assis un homme en costume du, bien entendu, 19e siècle. L'image 4 représente un musicien jouant du violon. L'homme se tient debout, seulement vêtu d'une étoffe qui lui enveloppe les reins et les épaules. Sa tête couronnée de boucles est renversée en arrière. À ses pieds est assis un chien à 2 têtes. Pour B et l'image 1, elle est une lithographie de Marc Chagall intitulée La joie et datant de la fin de sa vie en 1980. L'image 2 est une huile sur toile du XVIe siècle, intitulée Le concert vocal. L'image 3 est une huile sur toile de Gaspard David Friedrich, datée de 1835-1840, intitulée Ruine du monastère d'Iobin le rêveur. L'image 4 est une statue en marbre du XVIe siècle et plus particulièrement de 1598, sculptée par Pierre de Franqueville et représentant Orphée charmant les animaux. Les images pour C, donc 1, 2 et 4, ont un lien avec la musique. Orphée est représenté jouant du violon, un chien à 2 têtes à ses pieds. Orphée est le premier poète grec. Il est donc vêtu d'un manteau grec, limation. Il devrait jouer de la lyre, instrument de musique de la Grèce antique, et non du violon. Cette lyre est un cadeau du dieu Apollon, qu'il a lui-même reçu de son inventeur, le dieu Hermès. Le chien est sans doute Cerbère, le gardien des enfers qu'Orphée a charmé de son chant pour pouvoir entrer aux enfers, sa 3e tête n'étant pas visible quand on regarde de face la statue. Le personnage assis dans les ruines rêve sans doute mélancoliquement à ses amours perdus. Peut-être compose-t-il des vers. Le mot lire, pour 4, est le radical du mot lyrisme. Et le lyrisme est lié au chant, à la musique et à la poésie. Je chante jour et nuit, du Belaï. Le chant du poète exprime ses sentiments et ses chagrins. Je pleure mes ennuis, du Belaï.